Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Il existe de nombreux types de relations différentes entre droit et morale, et l'examen de la relation qui existerait entre ces phénomènes ne présente aucun intérêt. Il importe plutôt de distinguer quelques-uns des nombreux sens différents dans lesquels on peut affirmer ou nier l'existence d'un lien entre droit et morale. On avance parfois un type de connexion que peu de gens, s'il en est, ont jamais nié. Mais son existence irréfutable peut passer à tort pour le signe de quelques connexions plus problématiques ou même être confondue avec cette dernière. C'est ainsi qu'on ne peut sérieusement contester que le développement du droit ait été, de tout temps et en tout lieu, profondément influencé à la fois par la morale conventionnelle, par les idéaux de groupes sociaux particuliers et par des formes de critique morale éclairée, entreprises par des individus dont l'horizon moral dépassait la morale couramment admise. Mais il est possible de considérer indûment cette vérité comme une garantie à l'appui d'une proposition différente, à savoir qu'un système juridique doit nécessairement manifester quelque conformité particulière avec la morale ou avec la justice, ou doit reposer sur la conviction largement répandue qu'il est moralement obligatoire de lui obéir. De même, bien que cette proposition puisse être vraie en un certain sens, il n'en découle pas pour autant que les critères de validité juridique des règles de droit particulières utilisées dans un système juridique doivent inclure, au moins tacitement, si pas explicitement, une référence à la morale ou à la justice. Alors ce que je viens de vous lire est une citation de H.L.A. Hart, qui est un philosophe britannique du droit du XXe siècle. C'est tiré du chapitre 9 consacré au rapport entre droit et morale de son livre Le concept de droit. Et comme vous vous en doutez, c'est de ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Et la référence principale de l'épisode va en fait être un livre beaucoup plus récent, puisqu'il est paru en 2023. C'est un bouquin de Scott Dershowitz, dont le titre original traduit en français donnerait « La loi est une pratique morale ». Scott Dershowitz, pour info, il est professeur de droit et professeur de philosophie à l'université du Michigan, et donc il a publié ce livre il y a peu, et je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui, un peu ensuite de ma vidéo récente sur Spinoza et Louis Sarkozy. Parce qu'on entend souvent dire, et c'était le cas avec le fils Sarkozy, que le droit et la philosophie ce sont deux choses distinctes, autrement dit que le domaine légal et le domaine moral sont séparés. Et en fait, je suis pas convaincu de ça. Pourtant, il y a évidemment des exemples de lois qu'on connaît tous qui sont profondément immorales, mais malgré ça, je continue de penser qu'il ne faut pas forcément faire une distinction trop forte entre droit et philo. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors pour bien débuter, il me semble que c'est important de comprendre de quoi on parle. La morale, c'est un terme qui est employé à tort et à travers et qui est pas mal vidé de son sens, je trouve. On entend souvent dans les débats un peu bas du front un interlocuteur dire une variation de la phrase « Non mais moi je fais pas de morale ». Il y a aussi la fameuse moraline qu'on nous sert à toutes les sauces. Il faut surtout pas faire de moraline. Plus récemment, on m'a reproché de faire, je cite, une analyse morale du monde. Fin de citation. Dis-moi que tu ne lis pas de philosophie morale sans me dire que tu ne lis pas de philosophie morale. On va couper court à toutes ces objections ridicules. En vérité, dès lors qu'on prend position sur un sujet politique, on fait, même implicitement et même si on ne s'en rend pas compte, une analyse morale. Vous ne voulez pas faire de morale, votre seule option c'est d'arrêter de parler de politique. Si vous avez une opinion sur le moindre fait social ou le moindre fait politique, cette opinion est fondée sur des considérations morales. Et je mets quiconque au défi de trouver un contre-exemple valable. Spoiler, c'est pas possible. Et le fait que vous ne vous y connaissiez pas en philosophie morale n'exclut pas que vous fassiez de la morale. Voilà pour le premier rappel qui était, je l'admets, un petit peu sec. Le second rappel, et là c'est pas moi qui le fais mais Scott Dershowitz, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle quand on évoque un fait ou un rapport moral. On pourrait en débattre, mais lui la façon dont il définit ça, c'est qu'une relation morale naît entre des individus dès lors qu'une forme d'entente se crée entre eux et qu'elle implique des droits et des devoirs. Imaginons par exemple que la semaine prochaine vous ayez un rendez-vous professionnel, ça peut être ce que vous voulez, un entretien d'embauche, un déjeuner pro, etc. Ce rendez-vous crée une relation morale entre vous et la personne avec qui vous avez pris rendez-vous. Cette personne est en droit de vous attendre à l'heure convenue, et vous avez le devoir de la retrouver à cette même heure. Et inversement, la prise de rendez-vous crée des droits et des devoirs moraux. Évidemment, il n'y a rien de légal là-dedans. Si vous arrivez en retard au rendez-vous, que vous annulez ou même que vous n'y allez pas, on ne pourra pas vous attaquer en justice pour ça. Donc, constatant ça, on pourrait se dire, effectivement, la morale et le droit sont deux choses distinctes. Mais en réalité, c'est surtout que le droit s'intéresse à des cas moraux dont les conséquences sont un peu plus importantes que le simple fait de prendre un rendez-vous. Mais qui, par ailleurs, suivent souvent des dynamiques similaires. Pas vous faire un procès parce que vous avez donné votre accord pour un rendez-vous et que vous n'avez pas tenu parole. Par contre, si vous signez un compromis de vente immobilière et qu'ensuite vous vous désistez après le délai légal de rétractation, là, on peut vous traîner en justice. De ces exemples-là, on peut donc formuler l'hypothèse suivante. Le droit a trait à des questions morales dont les conséquences sont jugées comme suffisamment importantes pour justifier l'intervention d'une institution tierce en cas de litige. Dernière précision importante, le propos de Dershowitz s'inscrit dans un cadre qui est réaliste. Le réalisme en philosophie morale, c'est un courant qui postule que les propositions ou les pratiques morales peuvent être vraies ou fausses, et que la morale n'est pas uniquement une question d'ordre culturel. En ce sens, on oppose souvent le réalisme au relativisme moral, qui postule que les normes et les propositions morales ne peuvent pas être objectivement vraies ou fausses, mais sont relatives aux sociétés et aux périodes dans lesquelles elles émergent.
Pour le dire peut-être plus clairement, du point de vue relativiste, les questions morales ne se rapportent pas à des faits, elles se rapportent uniquement à des valeurs, qui n'ont rien de factuel. Au contraire, un réaliste va vous dire qu'il y a une réponse objectivement vraie à toute interrogation morale, même si les humains qui s'en saisissent ne le savent pas. Si on prend un exemple concret, un réaliste va vous dire que c'est objectivement mal de frapper un enfant pour l'éduquer, quel que soit le cadre. Là où un relativiste va vous dire que, dans le contexte de la société du XXIe siècle, c'est immoral de frapper un enfant pour l'éduquer, mais c'est pas vrai à toutes les époques et dans tous les pays. En somme, les relativistes vont se focaliser sur les aspects sociaux qui motivent nos intuitions morales, là où les réalistes vont au contraire écarter ça et considérer les questions morales en mettant de côté les croyances contextuelles qui les entourent. C'est un débat qui est un petit peu sans fin, donc je vais pas épiloguer plus, mais je fais ces précisions pour que vous compreniez que la thèse de Hershowitz, dans son livre, elle est au moins partiellement réaliste. Pour Hershowitz, il y a des faits moraux qui appellent des réponses factuellement, objectivement, vraies ou fausses. Alors il y a toujours des gens pour être choqués par ce type de propos, mais il faut bien comprendre que ça se défend. C'est pas parce qu'une culture est dans l'ignorance de l'immoralité d'une de ses pratiques que cette pratique n'est pas immorale. Pensez à l'esclavage. Du point de vue réaliste, les Occidentaux ont eu tort de se livrer au commerce triangulaire, parce qu'ils ne réalisaient pas l'immoralité de leurs actes. Bref, je pense que vous avez compris, on va revenir un petit peu sur tout ça un peu plus tard, mais je voulais commencer par vous lire un premier extrait de La loi est une pratique morale, le livre de Scott Hershowitz. C'est tiré du premier chapitre, et c'est ma traduction à moi. Je cite. La morale concerne ce que nous nous devons réellement les uns aux autres, pas ce que nous croyons devoir aux autres. On parle parfois de la morale de telle ou telle communauté, cela peut désigner des exemples réels comme les pratiques des anciens Israélites ou des traders d'aujourd'hui, ou bien des exemples fictifs comme le code moral des Jedi dans Star Wars. Quand nous parlons de ces pratiques morales communautaires, ce sur quoi notre attention se focalise a en réalité trait aux croyances que ces communautés ont sur ce que leurs membres se doivent les uns aux autres. Nous parlons donc ici d'un fait social, pas d'un fait moral. Parfois, cette distinction est clarifiée en faisant référence aux mœurs d'une communauté, plutôt qu'à sa morale. Mais la distinction n'est pas systématiquement faite, c'est pourquoi je veux clarifier mon propos. La morale, au sens où je l'entends, a trait à ce que nous nous devons les uns aux autres, pas à nos croyances à ce sujet. Fin de citation. Ici, il faut bien comprendre que quand Hershowitz parle de ce que nous nous devons réellement les uns aux autres, il dit ça parce que de son point de vue, le droit étant une pratique morale, il considère, et encore une fois ça peut se débattre mais c'est pas le sujet, que ce n'est pas une question d'opinion. On peut trouver individuellement que telle ou telle norme ou telle loi n'est pas légitime, mais on est quand même censé la respecter. Ce n'est pas une question d'opinion. Et donc ici, il nous faut faire une nouvelle distinction. Et alors là, c'est vraiment de la théorie du droit, mais donc cette distinction concerne ce qu'on appelle le positivisme juridique et le droit naturel. Pour faire très court, le positivisme juridique défend l'idée selon laquelle le droit et les lois qui lui sont associées sont plus le fruit de faits sociaux que de faits moraux. Et ce qui détermine les lois, ce sont avant tout les coutumes de la société dans laquelle elles émergent et la capacité d'une institution à faire en sorte qu'elles soient respectées. Ici, on voit que le positivisme s'inscrit plutôt dans une logique relativiste ou anti-réaliste. Par contraste, les défenseurs du droit naturel considèrent qu'il existe des lois universelles qui sont en quelque sorte inhérentes à l'humanité et qu'on peut découvrir ces lois, ce droit naturel, par l'exploration philosophique et par la raison. Et pareil, je pense que vous voyez en quoi le droit naturel est plus proche d'une position réaliste. Et tout l'objet du livre de Hershowitz, c'est justement de défendre une position juste naturaliste, c'est-à-dire qui relève du droit naturel, face à des théoriciens du droit contemporain qui sont plutôt positivistes. Repensez par exemple à H.L.A. Hart que j'ai cité au début. Mais donc je trouve que les propositions de Hershowitz méritent qu'on s'y attarde, notamment pour la raison que j'évoquais plus tôt, le fait que ça m'agace un petit peu ces distinctions rigides qui sont faites entre droit et philosophie, ou entre politique et morale. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces différents domaines sont interconnectés. Et en tout cas, à minima, ils sont certainement pas hermétiquement fermés les uns aux autres. Mais bref, j'ai une nouvelle citation du livre d'Hershowitz à vous lire, dans laquelle il parle justement du problème qu'il voit dans les théories positivistes. Je cite. « Le positivisme ne nous aide pas à décrire la loi plus clairement. Au contraire, il obscurcit des aspects importants de celle-ci, il nous invite à nous focaliser sur des faits sociaux, et c'est une bonne chose. Ces faits sont importants. Mais le positivisme dresse un portrait très appauvri du rôle que joue la morale dans nos pratiques légales. Les positivistes voudraient nous faire croire que la loi formule ces demandes et que nous en faisons ensuite une analyse après coup afin d'en déterminer la légitimité. La réalité est que les analyses morales sont intrinsèques aux jugements légaux. Nous sommes en désaccord sur ce que la loi requiert parce que nous sommes en désaccord sur l'importance morale de nos pratiques légales. Et nous débattons de cette importance quand nous cherchons à définir la loi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des tribunaux. » Fin de citation. Alors ici, ce que Scott Hershowitz cherche à montrer, c'est que les us et coutumes d'une société ne suffisent pas à expliquer le droit. Et par ailleurs, que la morale et les mœurs d'une société sont deux choses différentes, ou plus exactement que les mœurs d'une société peuvent aller en contradiction avec ce qu'une analyse éthique sérieuse serait en droit d'exiger. Et s'il fait ça, c'est parce que l'objection majeure que tout ce débat soulève, c'est celle des lois injustes, des lois immorales. On a mentionné l'esclavage plus tôt, on peut également penser à l'apartheid en Afrique du Sud ou à la ségrégation raciale aux États-Unis, et à plein d'autres cas moins consensuels. Tout ça, ce sont des exemples de normes légales dont on s'accorde quasiment tous aujourd'hui pour dire qu'elles sont ou qu'elles étaient immorales.
Et donc partant de là, on pourrait se dire, il faut être complètement fou pour penser que la loi est une pratique morale. Preuve en est que la loi est fréquemment immorale. Le truc, c'est qu'en fait, les coutumes, les normes morales, et c'est ce qu'il essaye de montrer dans le livre, tout comme les normes juridiques, elles sont aussi souvent très immorales, paradoxalement. Aujourd'hui, on ne bat plus son enfant en France. Mais c'est assez récent. Vous remontez quelques décennies en arrière et il est considéré comme tout à fait acceptable de gifler son enfant. Voire même, si vous remontez un peu plus dans le temps, d'utiliser des outils comme le martinet dédiés au châtiment corporel à des fins qui sont censées être éducatives. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est carrément illégal. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a des États, notamment du Sud, dans lesquels le personnel enseignant peut tout à fait utiliser des méthodes de ce style. Et c'est ici qu'on voit qu'encore une fois, l'analyse de Dershowitz, et je suis d'accord avec lui là-dessus, au moins en partie, elle se place d'un point de vue réaliste. Parce que lui, il va vous dire qu'il est immoral de battre son enfant pour l'éduquer, même dans un contexte où c'est entre guillemets normal. Un contexte où c'est une coutume tout à fait commune. Évidemment, un anti-réaliste dira que c'est plus compliqué que ça, que selon les époques et les lieux, c'est pas forcément moralement répréhensible de battre son enfant. Encore une fois, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas ce désaccord-là que je veux explorer. Et justement, là où on peut s'accorder, c'est sur le fait que si on accepte ce paradigme réaliste, si on accepte de considérer que les pratiques morales peuvent paradoxalement être immorales, quand la société dans laquelle elles existent ne réalise pas leur immoralité, alors ça permet également d'expliquer pourquoi certaines lois sont tout aussi immorales. C'est ça la force de l'analyse de Dershowitz dans La loi est une pratique morale. Il nous fournit un système qui permet de comprendre pourquoi des normes juridiques, aussi bien que des normes éthiques, peuvent nous sembler immorales alors qu'elles sont pratiquées par tous. Et par là même, il nous fournit un système qui souligne pourquoi il est utile de ne pas faire de séparation rigide entre les pratiques morales et les pratiques légales, dans le sens où elles ont des causes et des objectifs communs, proposer un cadre normatif pour les sociétés humaines. Alors évidemment, c'est tendancieux de dire ça parce que chacun est persuadé d'être détenteur de la bonne morale. Et donc assumer ces objectifs communs, quelque part, c'est s'autoriser à faire une hiérarchie entre les valeurs des gens, ce qui n'est pas très politiquement correct. Pourtant, si on s'accorde tous à dire aujourd'hui que l'esclavage est immoral, c'est bien qu'on peut en conclure que les gens qui le pratiquent ou qui le pratiquaient avaient moralement tort, ce qui est une façon de hiérarchiser implicitement. Bref, je pense que vous l'aurez vu, dans cet épisode, je pose plus de questions que j'apporte de réponses, mais je pense que c'est des interrogations qui méritent qu'on s'y attarde et qui méritent de trotter dans nos têtes. Comment créer un cadre éthique et un cadre juridique qui soit plus vertueux? C'est ça, le sens du livre de Dershowitz. Et justement, pour conclure l'épisode, j'ai un dernier extrait du livre à vous lire. C'est tiré du chapitre final. Je cite. « Voilà l'invitation que j'ai formulée. Adopter l'idée selon laquelle le droit est une pratique morale. Observer ses effets et où cela nous mène. Observer comment cette idée est compatible avec le fait que tant de pratiques juridiques sont moralement répréhensibles. J'espère que vous percevrez l'attrait de cette conception du droit comme une pratique morale. J'espère que vous percevrez qu'il n'est pas facile d'écarter cette idée. Et j'espère aussi que vous réfléchirez aux questions que j'ai posées à la fin. Y a-t-il des raisons de supposer que le droit et la morale sont des systèmes normatifs distincts? Le fait d'adhérer à cette supposition nous permet-il de comprendre des choses que nous ne pourrions pas comprendre si au contraire nous supposions que le droit est une pratique morale? Je ne pense pas que ce livre apporte des réponses définitives à ces questions, mais je pense toutefois que le droit est une pratique morale. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.